Bonjour à tous et bienvenue à Entre trois films, épisode du 20 février 2022. Au programme aujourd'hui, on va avoir des nouvelles, on va faire nos coups de cœur, des sorties à surveiller et surtout, on va faire nos prédictions pour les Oscars. Ça va durer un petit moment. Bonjour messieurs, je vous ai même pas introduit encore aujourd'hui. Je suis en compagnie de Foxman et de Yogi. Salut les gars. Salut! Salut! Salut. Cette semaine, les gars, qu'est-ce que vous avez fait? On va commencer tiens, par Simon. Moi, j'ai écouté un documentaire sur Netflix OK? qui s'appelle Django. Ça n'a pas rapport avec Django Fett, là. OK. C'est Django, le nom de Django que tout le monde connaît à cause du film de Tarantino. Oui. Mais c'est un survol en documentaire de la vie de Sergio Corbucci, le vrai créateur du vrai Django, du spaghetti italien. Si on dit que Sergio Leone était le Stanley Kubrick du cinéma italien à l'époque, ben Sergio Corbucci, c'était plus ras, plus gras, c'est-à-dire beaucoup plus sale, beaucoup plus vrai. Puis ça raconte tous ces films et l'influence qu'il y a eu sur le cinéma américain par après. Puisque le gars a fait des films, dont avec Burt Reynolds. OK. des western spaghetti avec Burt Reynolds. Comme il a fait les deux vrais Django, même s'il y en a à peu près 120 sur IMDb, des films de Oh Django. oui, ça arrête Parce juste qu'il plus. n'y avait pas de titre Django quand il sortait en Italie, c'est quand il sortait de d'autres pays, il appelait ça Django quelque chose. Pour le vendre. Ouais, pour le vendre, mais il y a deux vrais Django seulement, à part le film de Tarantino, ça fait trois Django. Trois vrais Mais c'est Django. super intéressant parce que c'est beaucoup Tarantino qui parle de son amour pour Sergio Corbucci. Ah, OK. C'est quasiment une entrevue. Le documentaire est quasiment juste une entrevue avec il y a plusieurs autres personnes qui parlent, mais 80% du documentaire, c'est Tarantino qui parle, pourquoi il aime Corbucci, puis Est-ce son amour de la violence que Corbucci a dans ses films. Puis... est-ce que Tarantino fait partie de l'équipe de production? Ou Non, c'est c'est un juste... documentaire italien. Ah, OK. C'est juste qu'ils ont réussi à coincer Tarantino pour le laisser sur une chaise. Ah, Puis c'est bon. c'est très intéressant parce que moi, Sergio Corbucci, j'ai toujours adoré Sergio Corbucci. C'est un réalisateur mal aimé parce que justement, il fait des films très violents. C'est beau. Tu sais, quand on dit que Il était une fois dans l'Ouest, c'est la romance de l'Ouest, lui, il montre la saleté de l'Ouest. OK. Tout ce qui est dégueulasse. Ce qui est plus proche de la réalité. Pas nécessairement parce que c'est Il allait très trop... exagéré. Il allait trop loin. Ouais. Marc-André, toi, cette semaine? Moi, comme film, je suis allé voir Mort sur le Nil au cinéma. Fait que... Ah, moi aussi? Ben oui, on était ensemble en plus. Fait qu'on, ça a été ça ma semaine avec l'écoute des 5 trames sonores en nomination aux Oscars comme meilleur trame sonore. Oui. Et ça a été Mais tu n'as pas entendu Bruno. Non, oui, je l'ai entendu. Mais je l'ai pas attendu. Mais chez qui, Bruno? Il y en a c'est drôle parce que des Bruno, j'en ai vu pratiquement dans tous les films qui sont nominés aux Oscars. C'est le nom populaire. C'est un nom très très populaire. D'après moi, dans les prochaines années, on va avoir beaucoup de petits bébés Bruno. De mon côté, comme j'avais commencé la semaine dernière, puis je vous l'avais dit, j'ai fini par réussir, excepté un film, à tout écouter les films nominés des Oscars, excepté West Side Story, qui est encore au cinéma, puis que j'ai pas pu me déplacer pour aller le voir. C'est que je les ai toutes vues, sauf celui-là. Malheureusement, je suis sûr que je manque de quoi, et on va finir par le voir, c'est sûr et certain. Donc, c'est l'heure des nouvelles. On va commencer cette nouvelle par Lionsgate qui annonce un remake. Est-ce qu'il était vraiment attendu ou... Ben, pas attendu parce que c'est un remake qui n'est pas nécessaire. Il n'y a pas un remake qui est nécessaire, on s'entend. Et tant qu'à le faire, c'est une bonne idée de faire ce film-là en remake parce que les effets spéciaux sont quand même datés du film original. On parle d'Highlander. Oui. Le classique de Russell Mulcahy de 1986. Parce que c'est un classique, on s'entend. Là. C'est un des films les plus prédominants des années 80. L'original mettant en vedette Christophe Lambert et Sean Connery. Avec la trame musicale. Et un des meilleurs méchants des années 80, le Kurgan, joué par Clancy Brown, qui était débile. C'est un des meilleurs méchants des années 80. C'est incroyable de voir Clancy Brown dans ce rôle-là. Mais là, ils ont annoncé le réalisateur, qui se trouve être le réalisateur de John Wick. Et l'acteur principal qui va jouer notre Écossais préféré, Connor McLeod, qui va être joué par Henry Cavill. Superman va jouer Connor McLeod. On ne sait pas qui c'est qui va jouer Juan Villalobos Ramirez encore, mais le film s'en vient. Avec un acteur comme ça risque d'être quand même très intéressant à regarder. Oui, ben, il y a assez le physique de l'emploi, puis
Peut-être même plus que Christophe Lambert. Ça, c'est sûr. Un Français pour jouer un Écossais, là. C'est ça. Chez Warner, on se rapproche de la sortie de 2 films. Et oui, on s'approche de la sortie de Elvis, réalisé par Baz Luhrmann, qui nous avait donné la trilogie, The Red Carpet Trilogy, avec Strictly Ballroom, Roméo et Juliette et Moulin Rouge. Il a réalisé aussi Australia, Great Gatsby. C'est un réalisateur qui est particulier, puis il va nous présenter la vie de Elvis à travers ses propres yeux, ce qui est des yeux vraiment bizarres. Il y a un monde à lui, Baz Luhrmann. Il voit jamais rien comme tout le monde. C'est tout le temps plus comme un rêve, quasiment, quand on regarde ces images, plus que la réalité. C'est très onirique. Oui, exactement. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce film-là, juste pour le cachet visuel que ça va donner, parce qu'avec le look Elvis, on peut imaginer qu'est-ce que Baz Luhrmann peut amener. D'ailleurs, pour le Monsieur Tout-le-Monde qui veut voir de quoi ça a l'air, il y a une bande-annonce sur le net qui existe. Que tu nous as permis d'écouter juste avant l'émission, puis moi aussi, j'ai été très intrigué par ce film-là. Puis l'autre nouvelle de chez Warner, c'est qu'il voulait, après 1 an, lors du tournage de The Flash, on avait vu des images, des photos sortir de Bruce Wayne, de Michael Keaton dans le rôle de Bruce Wayne. Mais là, il tourne Batgirl présentement. Mais là, on a des photos de lui en Batman. Habillé en Batman. Ouais, fait que c'est le retour du Batman 89 qui va remplacer Ben Affleck à partir de Flash qui sort cet automne. Ça va faire du bien. Oh oui, je suis tellement triste, moi. Quoi, vous les aimez pas, Ben Affleck? Non, ça va faire du bien de revoir Keaton en Batman. Au niveau des séries, Simon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Peacemaker a été annoncé pour une deuxième saison. Une deuxième saison, écrit et réalisé au complet par James Gunn. Oui. Il avait écrit tous les épisodes de la première, mais il n'avait pas tout réalisé les épisodes. Là, il réalise et il écrit toute la série. Non, mais il y a 2 personnes très heureuses de présentement qu'il y a une deuxième saison, je suis sûr et certain. On a vraiment aimé ça. Peacemaker, là, moi, la danse du début, c'est... Le plus beau générique des 20 dernières années, tant qu'à moi. C'est extraordinaire. J'essaie de l'apprendre, mais elle est trop dure pour moi. Et pourtant, si Robert Patrick est capable de la faire, t'es capable. Je suis vraiment pas bon en Il y a tellement de personnes qui n'ont pas de swag dans ce danse qu'on serait tous capables de le faire. Et pour Marc-André, ça a été un slow starter. Oui, ça a pris du temps avant que j'embarque. Vraiment, là, le hype était tellement élevé que ça, dans mon cas, ça a fait « Ah, c'est juste ça. » Ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est juste que c'était tellement... On te l'avait tellement vanté que... C'est ça, puis qu'avec tout ce qu'on voyait sur Internet, ça a fait « Ah, c'est juste ça, mais... » C'est tellement en haut de la moyenne, puis vraiment en haut de la moyenne comme série télé. Là. Alors, c'est une série que tu écoutes. C'est irrévérencieux comme écriture. Le sourire est accroché à tes lèvres quasiment tout le long de l'épisode. Et le dernier épisode, on en parle tout de suite, les 2 caméos? Oui, on peut en parler. On peut en profiter pour en parler parce que la Justice League apparaît à la fin de la saison. Et on voit quand même 2 grands acteurs qui ont quand même accepté, 2 grands acteurs, pas au niveau du talent, mais au niveau de la popularité, qui ont quand même accepté de... Même de la taille, il y en a un des 2 qui est quand même assez grand. Oui, effectivement. Jason Momoa qui est... Et Ezra Miller qui reprennent le rôle de Flash et Aquaman. Aquaman pour la finale. Oui. Tandis qu'on voit Wonder Woman et Superman en ombre à côté. Oui, parce que je pense que les acteurs n'étaient pas disponibles. Ça s'est fait sûrement très, très vite. Mais les gars de Warner d'avoir accepté que le realist character, comme on appelle dans le milieu, apparaisse dans l'épisode. Parce que normalement, les exécutifs de studio acceptent jamais ce genre de truc-là. Là, ils acceptent que les 2 gars apparaissent dans une série qui est un spin-off, finalement. Avec les dialogues qu'ils leur feront dire, en plus. Oui, le mot en F, dit par Aquaman, c'est de toute beauté. Exact. On n'aurait pas vu ça au cinéma, je pense. Non. À part dans une version Zack Snyder. Alors, c'est une série qui vaut la peine de rechercher. C'est HBO Max. Oui, c'est HBO Max. C'est Crave au Canada. Donc, vous allez pouvoir aller chercher ça si vous êtes abonné à Crave. Oui. Ensuite de ça, Netflix ont annoncé finalement, après quasiment 1 an et demi de retard, la saison 4 de Stranger Things va finalement sortir en 2 volumes. Le volume 1 en mai et le volume 2 en juillet. Puis ils ont annoncé aussi que la saison 5 serait la dernière, malheureusement, pour les fans de Stranger Things. Fait qu'il vous reste peut-être une 20aine d'épisodes à écouter. À apprécier. Oui. Puis la compagnie Naughty Dog et PlayStation Télévision ont retardé de plus d'1 an The Last of Us, la série basée sur le jeu vidéo qui est comme une
une attaque de zombies un peu particulière. Last of Us, c'est un des meilleurs jeux vidéo au monde, en fait histoire, puis ils ont retardé la sortie. Mais on se demande vraiment pourquoi. Hein. Ils ont annoncé le retard la même journée de la sortie de leur premier film, le premier projet que Sony et PlayStation font en film, qui se trouve à être Uncharted, que les critiques démolissent. Allègrement. Exactement. Tout à coup, ils ont fait comme ah, ben tiens, c'est bizarre. On va peut-être retourner aux planches à dessin un petit peu. On va retravailler nos affaires parce que. Même si c'est déjà tourné. Last of Us est déjà tourné, t'as supposé sortir vers la fin de l'été. C'est pour ça que c'est retardé d'aussi longtemps que ça. Ils vont sûrement retourner certaines scènes. Pour finir le projet. Exactement. Pour finir le projet, parfait. Les publicistes s'en relèvent peut-être un petit peu beaucoup sur la poster de Doctor Strange. C'est terrible. C'est terrible. J'ai même pas vu le poster encore. T'as même pas vu le poster? Non. C'est débile. Toi qui n'aimes pas les spoilers, c'est ça, regarde pas le poster. Regarde pas le poster, sérieusement. Et fais pas de zoom pour voir toutes les images cachées qu'il y a à l'intérieur. J'ai pas réussi à reconnaître tous les personnages qu'on voit qui sont cachés à l'intérieur. Là. Okay, mais il y en a un qu'il faut pas que le monde voit, puis c'est lui qui est le plus caché, par exemple. Ils l'ont mis blurry, ils l'ont mis foggy un petit peu, mais il y en a un qui est très, très caché. Puis j'ose même pas le dire en ondes c'est qui. Parce que tu sais comment que je suis spoiler, moi j'ai le dos large. Moi, savoir tout ce qui se passe dans un film, tu sais. Juste avoir la réaction quand on a regardé la bande-annonce ensemble, les trois de Doctor Strange au Super Bowl, juste avec la voix qu'on a tous reconnue. Puis même moi, j'étais en maudit. Oui, parce que je le savais depuis 1 an et demi que c'était dans le film, ça, personnellement. J'avais des sources sûres que c'était là dans le film, mais je voulais pas qu'on le montre dans une bande-annonce. Je voulais pas qu'on montre cet acteur-là. Puis on peut le dire parce que ça, c'est dans l'open. Ça a été confirmé en plus. Oui, ça a été confirmé. Patrick Stewart joue Xavier dans le MCU. Dans le MCU. C'est peut-être un variant, parce que le monde qui a vu Loki, on peut penser que c'est peut-être un variant du personnage. Surtout qu'on voit d'autres variants dans la bande-annonce. Oui. Puis qu'on voit le TVA, une partie du TVA. Oui, ben c'est sûr que le Multiverse of Madness va emmener le TVA là, dans l'univers au cinéma. Avec la publicité du Super Bowl, il n'y avait pas le choix de dire « Ok, oui, c'est vrai, on va le confirmer qu'on l'a. » Puis Patrick Stewart, c'est quand même Patrick Stewart. Là. C'est un gros canon. C'est un gros nom. Oui. Sa voix est tellement reconnaissable. Oui, puis en parlant de Patrick Stewart, Bad Robot puis Paramount ont annoncé qu'il va y avoir un 4e film de Star Trek! Yay! Dans le Kelvin Universe. Malheureusement. J.J. Abrams, lors de la réunion des shareholders de Paramount, il a dévoilé que d'ici la fin de l'année, le tournage allait commencer sur Star Trek 4. Avec le cast original de 2008. C'est-à-dire Chris Pine, Zachary Quinto, Carl Urban, Zoe Saldana, Simon Pegg. Et un acteur en moins. Un personnage qui sera pas là. On ne sait pas s'il va le recaster ou qu'il ne sera pas là du tout. Mais regardez, Chekhov n'était pas là lors de la première saison de TOS à l'époque. C'est un personnage qui est arrivé dans la 2e saison. Fait que c'est pas nouveau que Chekhov n'est pas sur le pont de l'entreprise. Ni plus ni moins. C'est pas du nouveau pour les fans de Star Trek de ne pas voir Chekhov là. C'est juste que c'est très dommage qu'il soit mort si jeune. Oui, c'est une perte parce que c'est un acteur qui avait beaucoup de talent. Exactement. Parlant de personnes qu'on a perdues, on va rendre hommage à un certain réalisateur qu'on aimait pas mal. Je pense que les trois, on aimait beaucoup ce réalisateur-là. Puis je pense que c'était partagé par les auditeurs. Surtout pour son classique de 1984. Pour Monsieur Tout-le-monde, il est connu pour le classique de 1984, qui a d'ailleurs eu une suite il n'y a pas très longtemps. Le réalisateur de Ghostbusters, Ivan Reitman, est décédé cette semaine à l'âge de 75 ans. De façon assez surprenante parce qu'il est en projet. Oui, il tournait une suite d'un de ses vieux films, je pense que ça a sorti en 1988 ou 89. À peu près dans ces années-là, oui. Twins, qui était supposé avoir un triplet dans le nouveau, qui était supposé être Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito et Kevin Hart. Pour jouer l'autre. Mais par contre, ce projet-là va sûrement mourir à cause de la mort de Ivan Reitman, mais le remake s'en vient pareil. À moins que son fils reprenne le projet. Ça me surprendrait, son fils, il est sur d'autres projets quand même de la famille Reitman présentement.
Je pense qu'il est sur une lancée avec les SOS Fantômes. Exactement. Puis de toute manière, c'est pas grave, c'est grave, mais c'est pas grave pour le monde qui tripe sur Twins parce que le remake est encore en préparation. Parce que lui, Ivan Reitman faisait la suite de l'original, mais il y avait aussi le remake qui est en préparation. On pourrait peut-être nommer une couple des films qu'il a fait parce que... on peut y aller avec ses plus gros, Stripe, Meatballs, Legal Eagle, Dave, qui est une des meilleures comédies politiques jamais été faites. Mm-hmm. Il a fait, dans les dernières années, il a fait No String Attach. Je sais pas c'est quoi le titre en français, je suis désolé. Moi non plus. J'ai jamais vu ce film-là en français, personnellement. Il avait fait Evolution avec David Duchovny. Il a produit des films comme Eurotrip, Hitchcock, Space Jam. Et c'était aussi le réalisateur d'un film qu'on sait c'est quoi le nom en français. C'était Un flic à la maternelle. Ah oui, c'est vrai. C'est le réalisateur de Kindergarten Cop. Oh boy! C'est des mauvais souvenirs. Moi, mais il a pas tout le temps été bon, Ivan Reitman. Non, il était capable du meilleur comme du pire. Ah, moi, Un flic à la maternelle, j'avais aimé ça. Ouais, mais Junior. Ouais, Junior, c'était une espèce de... Je voulais recréer l'ambiance de Twin, je pense, avec les deux acteurs. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas décollé du tout. Non, c'est ça. Mais par contre, c'était quelqu'un que j'ai vu souvent en entrevue, et c'est quelqu'un qui avait un sens de l'humour débile, Ivan Reitman. Ben, il se tenait avec les gars de SNL. On va lui souhaiter une longue et heureuse afterlife. Son héritage aussi. Était facile. Était très facile. Mais son héritage, justement, au niveau cinématographique, est immense, au niveau de la comédie. Mm. On va passer maintenant à des bonnes nouvelles là, du côté de l'univers Star Wars. Oui, Ray Stevenson vient de signer pour jouer un rôle inconnu dans la série Ashoka. Ashoka Tano, le personnage créé par Dave Filoni pour la série Clone Wars. Elle va avoir sa propre série télévisée en live action au niveau de Disney+. Et Ray Stevenson, qu'on a pu voir dans Thor et dans Punisher, va jouer un rôle qu'on dit inconnu. Pour l'instant. Ouais, ça risque d'être... Puis il y a d'autres nouvelles sur Star Wars, les gars. Ah oui? Ouais, c'est ça. Une nouvelle que je n'ai pas voulu vous dire. Non, on n'est pas au courant. Non, tu voulais avoir notre réaction, là. Live. OK. Ouais. C'est quoi qui amène l'émotion dans Star Wars? La musique. La musique? Ben, le maestro. Le maître a enregistré la semaine dernière. Les chants de poule juste le thème pour Obi-Wan. Non! Ah, c'est cool! Vraiment, c'est génial, ça. J'ai la chair de poule. Fait que le générique d'Obi-Wan va avoir une musique de John Williams. Une nouvelle composition originale. Monsieur William, on va finir... C'est Sir William, on va finir par dire que c'est la poune de la musique. Non, mais le gars... Dominique Michel. Dominique, je prends ma retraite et je reviens. Je prends ma retraite. Le gars a 90 ans. C'est incroyable. Puis il a fait, non, Obi-Wan, tassez-vous. Je vais le faire. Goranson, OK, ton thème de Mandalorian, il est magnifique. Ouais. Mais là, c'est Obi-Wan. Laisse-moi la place. Laisse-moi la place. Puis il est allé jusqu'à dire qu'il avait signé un contrat avec Lucasfilm pour faire la musique d'Indiana Jones. OK. C'est lui qui va composer la trame sonore originale complète d'Indiana Jones 5. En plus? En plus. Ça va. Le retraité de 90 ans le plus actif au monde. Ben oui, il y a 8 concerts cette année. Il est pas arrêtable. Il fait le film, il a dévoilé aussi qu'il ferait le film autobiographique que Steven Spielberg est en train de réaliser. Il réalise présentement un film autobiographique sur lui-même. On sent. J'ai pas de commentaire à dire. Absolument, c'est beaucoup plus en roman qu'on voit ça des auteurs qui font mais en film. Steven Spielberg est dyslexique en passant. Non, mais ça avait été fait aussi. J'avais trouvé ça un petit peu bizarre de voir Elton John produire le film sur sa vie. Ouais. C'est la même affaire pour Spielberg qui va réaliser les gars de Queens ont produit Bohemian Rhapsody aussi. Hein. Ouais. Mais bon. Là, il fait un film sur sa vie, puis il a demandé à son ami de job. Il a accepté de faire la trame sonore. Fait qu'on va revoir quelques trames sonores de John Williams. Moi, ça fait mon affaire. Ça va faire du bien avec la qualité des trames sonores qu'on a depuis les dernières années. Là. Puis la dernière fois qu'il a composé du Star Wars, c'était pour Rise of Skywalker. Mais c'est pas la première fois qu'il fait juste un thème pour Star Wars, par exemple. Pour le film Solo, il avait fait un thème
spécial. Pour le film, mais c'est pas lui qui avait fait le reste de la trame sonore. Comme là, c'est juste le thème. Le thème. Mais ça veut pas dire que l'auteur de musique qu'ils vont engager pour faire le reste de la série n'utilisera pas le thème à outrance. C'est sûr qu'il va le réutiliser. C'est dépendant si c'est bon, mais vu que c'est John Williams, d'après moi, ça va être... On est rarement déçus. Exactement. Alors, on va y aller tout de suite avec notre bloc des Oscars. Si ça fait votre affaire, nos prédictions, si vous êtes prêts, messieurs. Oui, je sors mes notes. Ça va être le fun. J'ai bien l'impression qu'on ne s'astinera pas bien, même si on est allé à certaines fois plus avec... il y a juste Simon qui est comme... lui, il s'est dit, je vais checker vraiment la politique. Tu n'as pas décidé... Je fais ça, puis mon pot des Oscars, je le gagne depuis 10 ans. OK. Puis en passant, ceux que je prédis, c'est pas mes choix personnels. C'est ça que je veux dire au monde. C'est vraiment pas mes choix personnels. C'est qu'est-ce que je crois qu'il va gagner. Okay. C'est pas du tout la même chose. Moi, je suis allé avec mes émotions, avec mon guts. J'ai choisi les acteurs et les films selon comment je m'étais ressenti devant ce film-là. J'ai pas vraiment fait de politique, à part peut-être sur quelques choix où j'étais comme plutôt faire du pile ou face. Je suis allé avec la personne que je me disais, bon, mais au niveau politique, c'est pas mal plus celui-là qui va l'avoir. Puis moi, je me suis amusé. Toi, t'as fait. Je me suis amusé. Pile ou face. Pile ou face tout le long. J'étais à 2 doigts de prendre un dé. Donc, dans les nominés de la 94e cérémonie des Oscars 2021, c'est pas la 94e de 2021, c'est la 94e en tout. Un petit lapsus, c'est ça. On va y aller, c'est ça. On va y aller avec les meilleurs acteurs dans un rôle principal. Simon? Ah, c'est moi qui commence? Oui, monsieur. OK. Je vais en surprendre plusieurs, mais Benedict Cumberbatch. Oh! Pour The Power of the Dog, le pouvoir du chien. C'est pas mon préféré dans toute la liste qu'il y a là. Mais je trouve que sa performance est plus nuancée que les autres. OK. Pour avoir l'Académie. De son côté. Oui. Marc-André? Moi, je vais y aller avec Denzel Washington. Denzel Washington, il était chanceux au tir au... Non, c'est que je me suis dit que dans cette catégorie-là, les 5 pourraient le mériter. Je suis allé avec qu'est-ce que je croyais. Là. C'est la catégorie la plus dure. Effectivement. Parce que les 5 le méritent. Moi, pas mal. Moi, j'avais trouvé qu'Andrew Garfield il était moi, très, très proche. Personnellement. Moi aussi, c'est mon préféré, mais je ne suis pas allé avec lui. Je suis allé avec Will Smith, parce que au-delà du jeu, King Richard, au-delà du jeu, j'ai trouvé qu'il faisait une très belle performance. Puis, ça serait une belle occasion pour l'Académie de s'excuser pour Ali. Oui. Puis c'est un autre film de sport. C'est ça. On sait que l'Académie a pour habitude de s'excuser quand c'est pas le temps. On n'a jamais vu ça, l'Académie s'excuser. Non, jamais. Ils s'excusent pas, ils font juste donner un Oscar pour un film qui finalement n'était peut-être pas nécessairement le meilleur de l'année. Ou ramener quelqu'un refaire sa chanson thème d'un film plusieurs années plus tard. C'est ça. Du côté des meilleurs acteurs dans un rôle de soutien, on va continuer avec cet ordre-là, Simon, Marc-André puis moi. J.K. Simmons. J.K. Simmons pour Being the Ricardos. Oui. Même choix. Tabarouette, les gars, vous avez de la continuité on a de la continuité dans les idées parce que moi aussi, j'ai choisi J.K. Simmons parce que je trouve qu'il est au-dessus de tout ce qu'on a vu dans les autres performances. Il y a vraiment une performance extraordinaire. Malgré qu'il y a Carrie Ann Hind. Qui était très bon aussi, mais il est comme, dès qu'on voyait les deux autres acteurs, exactement. L'autre actrice, en fait, elle vole la vedette à chaque fois qu'elle tape. Elle vole la vedette à n'importe qui. C'est ça. Tu sais, Judi Dench, elle pourrait lire les ingrédients sur une boîte de pablum, puis elle gagnerait un Oscar. Du côté des meilleures actrices dans un rôle principal, Simon? Moi, j'y vais avec Olivia Colman dans The Lost Daughter. The Lost Daughter, oui. Même chose pour moi. On a encore de la suite dans les idées. On est les trois avec notre choix sur Olivia Colman. Moi, par contre, je vais le dire parce que je suis extrêmement déçu. Je ne comprends pas comment l'Académie a pu faire un oubli aussi gros que ça. Si Lady Gaga elle avait été nominée, ça aurait été mon choix. Oh oui.
Parce que c'est complètement aberrant que l'Académie ait oublié ce nom-là. Je le comprends pas du tout pourquoi Lady Gaga n'est pas pour House of Gucci dans cette catégorie-là. Non, parce que sur écran, elle fait disparaître Al Pacino pratiquement. Et ça, c'est très, très dur. Faut le faire. Mais elle le fait pas juste avec Al Pacino, elle le fait avec Jared Leto, elle le fait avec Jeremy Irons, elle le fait avec Adam Driver, elle le fait avec tous les acteurs du film. C'est elle qui gère la business du film. Exactement. On va y aller du côté des meilleures actrices dans un rôle de soutien. Ça, je pense qu'on a déjà dit pas mal. C'est quoi notre choix? Il n'y a pas de compétition. Non, vraiment pas. Encore une fois. Judi Dench. Et voilà pour les 3. Et voilà. C'est pas mal notre choix parce que c'est une actrice qui est out of this world. Elle est vraiment supérieure à bien des niveaux à pas mal toutes les actrices qu'on voit. Il y a certains gros noms qu'on s'entend que quand elles sont en compétition, les 3 ensemble, que ce soit Meryl Streep, je suis surpris que Meryl Streep ne soit pas en nomination pour Don't Look Up dans cette catégorie-là. Oui, puis Glenn Close, qui, elle, me surprend qu'elle n'est pas là non plus pour Four Good Days, qui joue la mère dans ce film-là. Puis c'est une autre surprise. Mais bon, il en faut 5, il faut faire des choix un jour. Avouez les 3, si Meryl Streep et Glenn Close avaient été là. Non, Judi Dench l'a gagné cette année pareil. Judi Dench l'a gagné pareil? Oui. Four Good Days. Non, mais Judi Dench, c'est la présence, moi, je parle au niveau politique de l'Académie. Ouais. C'est Judi Dench cette année que c'était son tour. Oui. Surtout que le seul Oscar que Judi Dench a, je pense que c'est le seul Oscar qu'elle a d'ailleurs pour Shakespeare in Love. Mm-hmm. Elle a 2 lignes de dialogue dans le film. Ça ne montre pas son talent. Non. C'est le seul film qui ne montre pas son talent parfaitement, c'est le film qu'elle a gagné l'Oscar pour, fait qu'il y en doit un pour le reste, ouais. Pour tout son talent, l'ensemble de sa carrière également, parce qu'ils l'ont laissé passer souvent, Judi Dench. Ouais. Meilleure cinématographie, Simon? Oui. Moi, j'y vais avec Greg Fraser. Greg Fraser pour Dune. Ou, moi, c'est ex aequo. OK. Ou Dan Lustin pour Nightmare Alley. On n'avait pas dit qu'on faisait des ex aequo. Non, mais je suis pas capable de choisir entre les deux. C'est trop dur entre les deux. C'est vraiment trop dur pour moi entre les deux. Marc-André, lui, a fait un choix. Moi, j'ai fait un choix, mais c'était très difficile entre les 2 films que j'avais choisis. Mais c'est Dune. C'est Dune. C'était quoi l'autre? The Tragedy of Macbeth. Ah, oui, vraiment une bonne cinématographie. Moi aussi, je suis allé pour Dune. Quand on s'entend comme larron en foire. Je vous ai surpris un peu en parlant de la cinématographie parce qu'on a passé par-dessus le meilleur long-métrage. Ben oui, j'ai oublié les meilleurs longs-métrages d'animation. Va y aller, Simon, d'après moi. On a encore la même. Je parle pas à propos de Bruno. On parle pas de Bruno? Non, c'est Encanto. Encanto pour Simon. Je pense que personne va parler de Bruno aussi. Non, on ne parle pas de Bruno, moi non plus. C'est exactement le même film que j'ai choisi pour cette catégorie-là. Il est supérieur à tout ce qui a été fait. Sauf peut-être Flea. Mais c'est tellement bizarre comme qu'il se retrouve là-dedans parce que c'est un documentaire. Il va gagner le meilleur documentaire. Oui, c'est ça. Donc, on passe maintenant au meilleur costume. Et là, je suis sûr qu'on n'aura pas les mêmes choix. Non, ça c'est sûr. On s'en est déjà parlé. Non, c'est ça. Moi, j'y vais avec Nightmare Alley. Nightmare Alley pour Simon. Cruella, ça a du bon sens parce que ça parle de fashion dans le film. Et c'est justement pour ça que j'ai choisi ce film-là. Oui, parce que c'est vraiment les costumes de fashion. Ça a rapport avec la mode. Fait que... Et moi, je vais aller avec l'historique au niveau de Cyrano. J'ai trouvé que les costumes étaient très, très on the spot, comme on pourrait dire, que ça représentait l'époque, que ça représentait bien l'univers dans lequel Cyrano de Bergerac avait vécu dans le temps, historiquement. C'est un bon choix aussi. Moi, je pense que oui. C'est les 3 gros choix, Nightmare Alley, Cyrano puis Cruella. Je pense que c'est les 3 gros choix dans cette Cyrano qui n'est pas nulle part. Donc, je me disais, il me semble qu'ils vont en gagner un, mais ça risque d'être celui-là. Au niveau des réalisateurs, le meilleur réalisateur ou la meilleure réalisation, on y va toujours avec Simon. Moi, j'y vais avec Kenneth Branagh. C'est un coup de cœur pour moi depuis Henry V, que je trouve que c'est un des réalisateurs qui devrait avoir un Oscar, puis il l'a jamais eu. Je pense qu'il a-tu déjà été en nomination meilleure réalisation? Je ne sais pas. Ouais. Je penserais pas. Peut-être pour Hamlet en 96, mais...
puis... C'est pas lui qui avait remporté. Peut-être, je le dis sous toute... sous toute réserve. Exactement. Mais je pense que Belfast mérite d'avoir la réalisation, au niveau réalisation technique. Et encore une fois, Marc-André? Moi, je vais y aller avec un choix politique avec Jane Campion. À cause que c'est la seule femme? À cause que c'est la seule femme. Ça a du bon sens. Étant donné qu'ils se font souvent reprocher qu'il n'y a pas de diversité, qu'il n'y a pas de... Puis en passant, c'est la première femme à avoir été en nomination 2 fois pour meilleur réalisateur. OK. Ouais. C'est extraordinaire, là. C'est un exploit, effectivement. Oh oui. Mais encore une fois, on a comme un oubli dans cette catégorie-là. La plus grosse oubli. Qui aurait été mon choix si le réalisateur qu'on s'entend. Puis c'est pas être chauviniste, là. C'est non. Ça maîtrise la caméra, ça maîtrise de l'image, ça maîtrise du son, ça maîtrise de diriger des acteurs. Denis Villeneuve méritait d'être là. Oui. En tout cas, ça aurait été mon choix personnel. Oui. Étant donné que Denis Villeneuve n'est pas là, je suis allé avec un choix populaire et très connu au niveau de l'Académie. J'ai choisi West Side Story avec Steven Spielberg qui risque de peut-être remporter un autre Oscar. Oui. Pour le meilleur montage, ça c'est un petit peu plus difficile pour les gens qui ne connaissent pas vraiment le cinéma. Pour nous autres, qui étaient vraiment des fans, on imagine qu'on a réussi à ne pas faire d'ex-aequo. Non, mais c'est à cause que l'ex-aequo était mérité, je trouve, pour la photographie. Pour le montage. Ouais, c'était quand même serré là, dans cette catégorie-là. C'est la photographie qui a mon ex-aequo. Ex-aequo en meilleure cinématographie. Ouais. Et au niveau du montage? Pour moi, il n'y a pas de déni. C'est tic-tic-boom. Tic-tic-boom pour le meilleur montage de la part de Simon. OK, on va se noter ça. Si jamais il se trompe, on va le faire payer. Oh oui, je peux me tromper, là. Mais je trouve que le montage de Tic-Tic-Boom est très, très à point. C'est très bon, oui. Moi, je vais être chauvin, Dune. Oui, ouais. Je vais être obligé d'y aller avec toi. Moi, c'était mes deux que j'hésitais entre les deux, entre Dune et Tic-Tic-Boom. Puis étant donné que Dune est dans 2 catégories que je comprends pas pourquoi il n'est pas là, ben je me suis dit ils vont le donner pour quelque chose d'autre. Et je pense que pour le montage, Dune mérite également sa chance. Dans les meilleurs films internationaux, Simon, on n'a pas vu beaucoup là-dedans, je pense. Non, mais si tu y vas politiquement, on sait qui c'est qui gagne. C'est Drive My Car. Drive My Car. Conduis mon char en français. Oui, au Québec, c'est vraiment le titre. C'est Conduis mon char. J'adore le titre québécois. Conduis mon char. Ça fait film de Pierre Falardeau avec Julien Poulin. Oui. Je vous l'accorde. À chaque fois que je vois le titre québécois, je suis pas capable de m'empêcher de rire. Conduis mon char. Ouais, conduis mon char. Non, c'est Conduis mon char. Mon char. Trop pacté, Conduis mon char. Simon a choisi ce film-là, toi? Moi aussi. Tu as choisi Conduis mon char et moi également. Juste à cause du titre québécois. Juste à cause de ça, c'est même pas Donc, au niveau maquillage et coiffure, les meilleurs sont pour Simon? Oui, le meilleur va être House of Gucci. House of Gucci, c'est ton choix? Oui. C'est un excellent choix. Dune. Qui est un autre excellent choix. Le maquillage du baron est débile. Oui. Il y aurait eu Cruella aussi, que j'ai trouvé que le maquillage était bon, mais j'ai choisi, moi également, House of Gucci, juste pour Jared et son 14 livres de maquillage d'en face. Son 14 livres de latex. Au niveau des musiques, ça va être la catégorie de Marc-André. Oui. Toi, tu t'es tapé, que tu nous disais, toutes les trames sonores. Oui, je me suis tapé toutes les trames sonores et les chansons thèmes cette semaine. Donc, je les ai vraiment frais dans ma tête. On y va-tu dans le même ordre? On continue dans le même ordre. Moi, je voulais juste faire un Moi, j'aurais pas la même que toi, c'est sûr. Non, ça c'est sûr, mais vas-y avec le tien. Le gagnant. Et le gagnant est... Politiquement parlant. Et ouais. Malheureusement. Oui, mais moi, j'ai choisi Don't Look Up, point de vue musical. Même si mon deuxième choix aurait été The Power of the Dog, mais si la musique est beaucoup plus aride, c'est vraiment de la grosse musique contemporaine atonale, souvent inspirée de Philip Glass ou de John Cage. Personnellement, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant comme trame sonore à écouter. Les autres, quand même très bien, dans 5 styles totalement différents. Exact.
je l'aurais pas donné à Dune parce que Hans Zimmer, c'est beaucoup plus Mais de l'ambiance. C'est lui qui va peut-être gagner, mais c'est beaucoup plus de l'ambiance sonore. Puis ce que je trouve plate, c'est que si tu sors la trame sonore du film, c'est absolument rien. C'est juste on dirait que c'est de l'ambiance. On aurait dit qu'il a écrit de la musique, puis qu'après ça, il a donné ça à un DJ pour remixer ça avec des... C'est qui fait aussi? C'est lui le DJ? Oui, c'est lui. Mais c'est vraiment, là, t'as pas de thème fort. Il y a un ou deux thèmes un peu plus forts, un peu plus mélodieux qui sortent un peu du lot. C'est généralement quand il reprend du Toto vers la fin du film. Oui. c'est quand c'est pas sa musique vraiment. Mais c'est vraiment pas bon à mon avis. C'est la même opinion que j'ai. Puis en passant, j'ai dit que c'est lui qui allait gagner, mais j'aime pas ça du tout non plus. J'ai fait comme toi, mon cher Simon, parce que je trouvais que Don't Look Up, Encanto, les mers parallèles qui ont des trames sonores très très fortes, The Power of Dog aussi. Puis la moins forte de toutes les trames, c'est Dune, mais je crois que c'est Dune qui va gagner, parce que Hans Zimmer, Puis ils ont encensé sa trame sonore toute l'année. Pour une raison que je ne comprends pas, moi non plus. Un jour, si je m'assis avec Denis Villeneuve, c'est la première question que je demande. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce qu'il t'a aidé quand t'es commencé, puis là, tu te sens obligé de continuer avec lui, ou si t'as une dette de jeu? Non, mais il a dit que c'était le meilleur au monde dernièrement encore. Encore une fois. Au niveau de la meilleure chanson originale, il y a un grand manquement dans cette catégorie-là, mais on va y aller quand même avec nos choix, parce qu'on a 5 nominés, on va y aller avec les choix de Simon. Ben, le choix. Je sais pas comment la prononcer. OK. C'est Dos Oruguatuas. Oruguatas, peut-être. De Lin-Manuel Miranda. Oui, à cause de... Lin-Manuel Miranda, il manque un Oscar là, pour faire... Il y a des Grammys, ce gars-là. Il y a des Tony Awards. Il a à peu près gagné tout ce qu'il a gagné sur un Oscar. Mais il aurait dû être en nomination meilleur réalisateur, lui aussi, cette année. Mais il aurait dû gagner. Ça aurait été sûr et certain. C'est la chanson qui n'est pas... Si ça n'avait pas été cette chanson-là, si ça avait été We Don't Talk About Bruno, on parle pas de Bruno, ça aurait été sans équivoque mon choix. Mais étant donné que c'est un choix politique que j'ai fait aussi. Oui, effectivement. Marc-André? Moi, c'est Be Alive. Be Alive de Beyoncé? De Beyoncé, oui. Ah oui? Personnellement, c'est ce que j'ai trouvé... Put the ring on it? C'est ce que j'ai trouvé le plus... OK, c'est plus mon côté musicien qui va embarquer. Moins le côté politique, c'est le morceau que j'ai trouvé le plus intéressant et le plus riche musicalement. Okay. J'ai rien contre les autres, sauf peut-être No Time to Die, mais le reste, c'est toutes des bonnes chansons, mais c'est celui-là que j'ai trouvé qui ressortait du lot, qui était un peu plus riche. Là, je ne parlerai pas en fait lyrics, en fait chanson nécessairement, mais la musique de No Time to Die. La musique de la chanson. Oui. Mais les lyrics sont très ordinaires. Et l'interprétation qui est... En partant, je déteste les... Tu te rappelles-tu, il y a plus d'1 an, quand on était ensemble, quand la première fois qu'on a entendu la chanson No Time to Die, il y a plus d'1 an. Ça fait 2 ans bientôt. Ouais. Oui, c'est vrai. C'était censé sortir en 2020, au mois de mars. Oui, on avait entendu la trame sonore quelques semaines avant. Puis je t'avais dit, ça a été écrit sur le coin d'une... Mais pour revenir à ce que je disais, je déteste des chanteurs ou des chanteuses qui murmurent dans un micro et qui n'articulent pas les paroles. C'est Billie Eilish, c'est sa marque de commerce. C'est sa marque de commerce, mais j'aime vraiment pas ça. Mais ça, c'est mon éditorial. Oh oui, correct. Tu fais bien parce que moi non plus, j'aime pas ça. Mais oui, musicalement... C'est une des meilleures. C'est une des meilleures. C'est parce que c'est comme une mode de parler comme ça dans des micros. Malheureusement, il y a du monde qui trouve ça le fun. Je sais. Dans mon cas, j'ai choisi Somehow You Do. Parce que, c'est mes émotions qui ont choisi ça. Parce que dans le film, lorsqu'elle arrive dans le film Four Good Days, on est déjà très émotif par ce qui se passe dans le film. Elle arrive à ce moment-là. C'est une bonne chanson, c'est un petit peu country. Puis, elle m'a comme fait sortir pas sortir, que j'étais déjà dans le film, mais elle m'a comme ramené vraiment encore plus profondément dans les émotions de ce film-là. Que j'y allais vraiment avec mon cœur, puis j'ai choisi cette chanson-là. De toute façon, ça va être vraiment un pile ou face. Oui, effectivement. À part No Time to Die. C'est vraiment un pile ou face, cette chanson. On a 4 choix, en fait.
Oui. Mais, comme je disais tantôt, s'il y avait eu... Mais je vais avec Lin-Manuel Miranda, pareil. Ouais, mais s'il y avait eu We Don't Talk About Bruno, c'était officiel. On aurait, je comprends pas l'Académie. On dirait qu'ils se sont trompés de chanson quand ils ont lu les titres sur le CD. Là. D'un autre côté, en l'écoutant, on se demande, est-ce que c'est meilleure chanson ou la chanson la plus populaire? Non, c'est meilleure chanson. C'est la meilleure chanson. C'est ça. Mais la Bruno est meilleure. Bruno est plus populaire et est meilleure. Non, personnellement, j'ai préféré l'autre. Ah ouais? Ouais, personnellement, là, j'ai vraiment préféré celle-là. Parce que moi, We Don't Talk About Bruno, elle a rentré dans ma tête et elle veut juste pas sortir. C'est un verre d'oreille, comme seul Disney est capable d'en produire, mais je la trouve meilleure. Je la trouve vraiment meilleure, Bruno. On va sauter l'autre catégorie, puis on va y aller avec meilleur son. Oui, on va garder On va garder la catégorie pour la fin. Meilleur son, moi, oui, il est lourd. T'es bon? Oui. C'est toi qui commence, mon cher Simon. Meilleur son, j'y vais avec le Québec. Of course. Dune pour Simon. On ne chicanera pas pour cette catégorie-là. Encore une fois, on peut passer tout de suite à la prochaine catégorie parce que j'ai fait le même choix. Au niveau des meilleurs effets visuels, je crois que ça va être pas mal... J'y vais avec le Québec. Encore une fois. C'est vrai, c'est ça. Toi aussi, on s'est dit. Tu peux le dire, pareil. C'est Dune. C'est Dune aussi. Puis, bon, on va pouvoir passer tout de suite à la prochaine. C'est la même chose. On y va à la prochaine page. On va y aller avec les meilleurs scénarios d'adaptation. On fait pas les effets visuels avant? On vient de le faire. Oui. Ah non, on faisait le son. On l'a fait, les effets visuels. On a dit les deux. Ah, j'ai manqué 30 secondes. C'est pour ça que j'ai répondu pareil. J'ai répondu pareil. Au meilleur des meilleurs scénarios adaptation, Simon, ton choix, c'est? Je vais dire mon choix personnel puis mon choix politique. Véridique. OK. Mon choix personnel, c'est Dune. Mm-hmm. Mais mon choix, c'est Jane Campion pour Power of Dog. The Power of Dog. C'est Power of Dog. Et ça s'en vient au Québec pareil? Oui, mais non, c'est Jane Campion, ça s'en va en Nouvelle-Zélande. Ça s'en va en Nouvelle-Zélande. Marc-André? Moi, je vais y aller avec Dune, étant donné que ça va être l'Oscar que Denis Villeneuve va gagner. J'y vais avec le même choix. Moi, je pense qu'il faut que Dune parte avec ce prix-là. Là. Étant donné qu'il n'est pas dans d'autres catégories où il aurait dû être, il faut qu'il se parte. Moi, personnellement, il faut que l'Académie s'excuse à moi, personnellement, en donnant ça à Dune. À Denis. À Denis. Le meilleur scénario original, Simon? Kenneth Branagh pour Belfast. Pour Belfast, qui est un excellent film. Kenneth Branagh pour Belfast, moi aussi. Oui. Et moi, je vais avec un choix qui est plus du côté émotif. Je vais y aller avec Don't Look Up. Oh, ouais. Ça me surprend, là. Surtout que c'est une histoire qu'on a déjà vue, effectivement, mais je trouve que le film en tant que tel, il est très original, le film dans son ensemble. Fait que c'est le scénario qui fait que c'est original. Oh oui. Mais le scénario n'est pas original. L'histoire. C'est ça. Le script est original, mais l'histoire dans le script n'est pas originale. Mais il l'amène d'une façon originale. Fait que c'est pour ça que je suis allé avec ce choix-là. Irrévérencieux d'habitude. Oui, et moi j'aime ça. J'aime les films irrévérencieux. On va y aller avec la grosse catégorie et la dernière des catégories qui vont sûrement être moi, je fais un présentées. balayage. Tu fais un balayage pour le meilleur film. Oui, Belfast. Avec Belfast, encore une fois, pour Simon. Oh! Aïe, aïe. Moi, ça va être The Power of the Dog. Power of the Dog. Donc, de ramener le score du meilleur film au Québec, c'est une bonne idée aussi. Oh oui! C'est mon deuxième choix. Même, moi, je vais aller avec votre troisième choix, j'imagine, parce que moi, je le ramène au Québec également, mais ce coup-là, avec Dune, encore. Pour le deuxième. Parce que c'est mon Ça cœur. va être pour le deuxième. C'est mon cœur. Ça va dans 2 ans. C'est mon cœur qui parle. Donc, c'est ce qui fait le tour de nos prédictions pour les Academy Awards. Ça se peut qu'on se soit trompé. Ça se peut Sûrement. Fait qu'on va se mettre un petit 2 sur chaque catégorie, puis on va se faire des plus puis des moins, puis après ça, celui-là qui aura gagné, il paiera le resto. On s'en parle dans 6 semaines, les gars. Amenez-moi le Kentucky tout de suite, les boys. Non, si c'est toi qui gagne, c'est toi qui paye. Non, mais je sais que je vais gagner. Fait amenez-moi Amenez-moi le menu que je commande. On a quand même des sorties à surveiller. Oui, l'adaptation, on a parlé un petit peu tout à l'heure, l'adaptation du jeu vidéo Uncharted. Oui. Qui sortait vendredi. OK. Qui sortait avant hier. Pour les amateurs, vous pouvez aller voir. Pour les fans, non. Les critiques sont mauvaises.
Il y a même un des meilleurs critiques que je trouve, qui n'est pas un critique professionnel, mais qui est un gars que le pouls du public, généralement, qui a dit que ça ressemblait d'une pièce de théâtre d'école au niveau scénario. Que Tom Holland faisait de son mieux avec ce qu'il y avait entre les mains, mais que c'est à mince. C'est très, très mince. Ça prouve que quand tu as un mauvais réalisateur... C'est pas le réalisateur, c'est le Laisse-moi scénario. finir. Même avec un mauvais réalisateur qui a un mauvais scénario à la base, t'es pas capable de le réchapper. Là. Oh, oui, mais le réalisateur, c'est pas un mauvais réalisateur non plus. Là. Il a quand même fait Zombieland, il a fait Gangsterland, je pense. Ouais. Je me rappelle plus du Mais Scorsese aurait eu ce scénario-là, puis ça serait planté. Oh oui, n'importe qui se plante. Il n'y a aucune verisimilitude dans le film. C'est ça. Ça a même pas l'air d'un... Il y a des fois des films pour les fanbases que le monde va faire. Comment ce film-là, il est pas bon solo. Mais Monsieur Tout-le-Monde, ça a l'air que c'est un bon entertainment, que tu peux c'est l'apprécier quand tu connais pas le... Quand tu mets ton cerveau à l'arrêt. À off, moins 40. OK, à ce point-là. Oui, ça a l'air que c'est débile. Non, mais que si tu connais rien, tu peux apprécier que c'est un mauvais National Treasure. Et faut faire. Même j'avais adoré les National Treasure. Moi j'avais trouvé ça bon. J'avais trouvé ça rigolo. C'est un bon divertissement. National Treasure est un meilleur divertissement que le monde le dise. Ouais. Ensuite de ça, on a Chien. Chien. Dog en anglais. C'est pour ça que j'ai dit chien. Viande à chien. Non, c'est juste chien. Le chien. Okay. C'est un film avec Channing Tatum. Un drame que toute la famille pourrait aimer, sûrement. Avec un petit chien cute. Channing Tatum qui est comme entre deux catégories d'acteurs. Il est pas tout à fait un A-list, mais il est pas tout à fait un B-list non plus. Non. Il est comme, on sait pas trop des fois. Il est capable de tirer son épingle du jeu. Tu sais, comme, je m'attendais, ok, c'est pas du tout mon style, mais je m'attendais à rien quand j'ai vu Magic Mike. Mais il est là pour lui. Il shine là-dedans. Exact. Mais il y a G.I. Joe. Oui, exactement. Il y a G.I. Joe de l'autre côté de la médaille. Doug raconte l'histoire d'un militaire qui est décédé, puis qui avait un chien. Puis un de ses amis militaires qui amène le chien aux funérailles. Et là, le chien, bien entendu, dans le char, il bouffe tout ce qu'il y a. Puis... OK. C'est le Turner et Nooch, mais dramatique, finalement. Dramatique, OK. C'est pas même pas pire. Je la voyais pas venir. Là. De la façon que tu l'expliquais, je me disais... Non, mais tu sais, le chien qu'au début, c'est une grosse comédie. Puis... Tu sais, le chien qui mange tout ce qu'il voit, puis qu'il grogne sur tout, puis en fin de compte, l'homme qui l'amène aux choses finit par être son maître à la fin. OK, il finit par dire « je le garde pareil ». Il est cute, finalement. C'est un bon chien. Ouais. Un autre film de chien. Oui, mais c'est tout le temps les mêmes histoires, les films de chiens, finalement. Oui. Surtout qu'ils ont tellement d'originalité, le film s'appelle juste Chien. Je pense que c'est lui la vedette. Oui. On va dire de même. Là. Le coup de cœur de la semaine. Bon, ben c'est ce qui a quand même fait le tour de nos nouvelles, notre spécial Oscar et les sorties. Ça a été une grosse semaine. Ça a été une très bonne semaine. Puis là, on va compléter cette semaine avec nos coups de cœur de la semaine. Et on va y aller, tiens, on continue le même ordre qu'on a fait toute l'émission. Simon? Moi, je suis allé dans le Memory Lane, qu'on appelle. Okay. J'ai écouté des vieilles séries télé. Je me suis amusé à écouter plusieurs vieilles séries télé, puis je me suis attardé à un producteur un peu connu. Okay. Un peu quétaine parfois, mais un peu cool parfois. Mm-hmm. J'ai écouté du Aaron Spelling toute la semaine. Oh, OK. Mais du vieux Aaron Spelling. Je parle pas de Melrose Place ni de Beverly Hills 90-210. Donc, ton coup de cœur, il va à Aaron. Oui, en général, parce que j'ai écouté Hotel, qui a passé, je pense, à TVA à l'époque ici. J'ai réécouté Les Croisières s'amusent. J'ai écouté certains épisodes de Charlie's Angels. Okay. J'ai écouté plein de trucs qu'Aaron Spelling avait produits dans les années 80. Puis ça m'a fait sourire parce que, surtout La Croisière s'amuse. Si vous avez la chance de réécouter certains épisodes, le nombre de qualités d'acteurs de l'époque d'or d'Hollywood qui reviennent, tu sais, qui ont après 60, 80, 70, 80 ans, qui jouent des guest roles dans ces séries-là, c'est débile. Non, je vais avoir une question pour toi. Oui, vas-y, pose-la. La croisière s'amuse, l'as-tu regardé en français ou en anglais? Parce que je sais que les deux versions... À ne pas écouter en anglais, même quand vous êtes bilingue. La croisière s'amuse est une série détestable en anglais. Je comprends même pas pourquoi que ça l'a pogné à l'époque aux États-Unis. Ça a été traduit. Parce que nous autres, c'était une comédie dramatique. OK. En français, c'est une comédie dramatique.
aux États-Unis, c'est un sitcom. Il y a des rires en canne à toutes les 2 secondes. Ah ouais. Fait que c'est mieux d'écouter La Croisière s'amuse en français qu'en anglais. De beaucoup. Il y a des traductions comme ça. C'est une époque aussi que les traductions amélioraient les films. Puis ça, c'est reconnu qu'il y a plusieurs films qui sont ordinaires. T'écoutes la traduction, c'est du bonbon. Donc, Rocky 3. Une boucherie. Slapshot. Non, il est aussi bon en anglais. Quelqu'un qui comprend l'anglais, tu finis par l'apprécier en anglais. C'est juste pas la même dynamique. Mais il faut écouter la traduction québécoise et non pas française de La Castagne. La castagne, c'est pourri, ça. Le gouret. Le gouret. Marc-André. Mais le gouret sur mon palais. Oh non, c'est une autre sorte de film, ça, là. Non, mais c'est ça pareil. Je pense que c'est même une ligne de dialogue du film. Marc-André, ton coup de cœur de la semaine. Cette semaine, je vais vous surprendre, ce n'est pas un coup de cœur, mais plutôt un coup de masse. Oh, comment ça? J'ai regardé et subi le film qui a le plus de nominations au Razzie. OK. Diana de Musical. Oh, ouais, je pensais... T'es pas mort? Non, je suis pas mort, mais j'étais survécu. pas fort. 2 heures de pure torture. Partir de la zone de pur délice. Si j'avais regardé ça comme un œil un peu plus drôle, peut-être, mais j'ai voulu vraiment faire un œil un peu plus critique. Ah, t'as souffert. Et j'ai souffert. Imaginez une pièce de théâtre jouée sur le stage, dans une petite salle, sans public. Une salle d'école secondaire. Oui, salle d'école secondaire, avec une équipe de 4-5 caméras qui reprennent tout le temps les mêmes plans. Et comme c'est filmé live, il y a souvent des erreurs de cadrage et des erreurs de focus. Au lieu de le faire sur Ils vont jamais voir les répétitions à ce moment-là, normalement. Non! Musicalement, il y a peut-être un thème que j'ai trouvé intéressant. Sinon, j'étais capable tout le temps de dire « Ah, ça c'est The Who, ça c'est Pink Floyd, ça... » Même, il y a un thème qui reprend les accords et presque la ligne mélodique note pour note d'une chanson de U2. Et c'est juste un peu les instruments qui ont changé. L'interprétation est ridicule. Et surtout quand on sait qui a produit ce film-là. C'est pas le producteur des Indiana Jones, d'ailleurs. C'est Frank Marshall. L'ex de Kathleen Kennedy. Non, c'est pas son ex. C'est pas son ex. Ils sont mariés ensemble, en passant. Encore? Oh oui. Je pensais que c'était fini. Après Diana, d'après moi, ça va être fini. Ouais, mais Kathleen n'est pas bien de son bord. C'est ça. Les scènes, ça commence vraiment au début que Diana apprend que le prince Charles veut la marier et t'as toute la descente aux enfers jusqu'au moment où la reine donne sa bénédiction pour qu'elle quitte la famille royale et juste l'accident. On peut-tu écouter Spencer à la place? C'est au moins c'est en nomination Ouais, Oscar. Ouais, mais c'est parce que dans Spencer, il chante pas. Non. Ça, c'est mon prochain film que je veux voir, Spencer. Et juste pour faire la comparaison, et juste la scène finale, c'est que tu as tous les comédiens qui sont debout, en statue, et tu as des spots sur le monde qui font juste dire les lignes de nouvelles. Merci pour les spoilers. Ouais, c'est ça. Tu donnes la finale. Regarde! Tout le monde sait. Ça m'intéresse plus de la regarder, là. Sérieux, là. Ça t'intéressait pour vrai? Non. Sérieux. En partant, je déteste les comédies musicales. Oui. Non, tu ne dis pas. Non. On se demande pourquoi on a demandé à toi de le regarder. Non, c'est ça. C'est une commande, en passant, c'est une commande qu'on lui a fait on a fait un dare qui coûte C'est ça. Diana de Musical. Il l'a fait. Ouais. Oui, je l'ai fait. On me donne des défis comme ça, je vais le faire, puis je vais être juste équitable. Mais non, c'est... On n'a pas fini avec toi. Et je sais... Tu vas souffrir. Fait que ça a été mon coup de masse de la semaine. De mon côté, ça a l'air que je vous ai surpris quand je vous ai dit c'était quoi mon coup de cœur de la semaine. Un film que je n'avais jamais vu, que j'ai appris qu'il existait en écoutant une critique sur YouTube de ce film-là. Puis j'ai fait, moi, il faut que je voie ça. C'est Bubba Hotep, qui est l'histoire Elvis. Elvis et de JFK qui combattent une momie.
Dit de même, c'est un peu bizarre. Et le film, il est extrêmement bizarre également. C'est très bon, j'ai adoré, j'ai accroché. C'est un des bons films de série B de cette époque-là. C'est vraiment bon film de 2002, oui. donc quand même une vingtaine d'années. Et que sérieusement, ça a passé en dessous de mon radar toutes ces années-là. Je comprends pas, j'étais sûr que tu l'avais même en original. J'en reviens même pas. Moi, je suis un fan de ce type de film-là. J'aime bien ça quand c'est des films qui sont un peu weird. Puis j'étais très, très gâté à ce niveau-là. Même moi, je l'avais. Je l'ai vu. Là. Ouais, mais tu l'as pas déballé encore. Non, je l'avais regardé la journée que je l'avais acheté. Là, regardé. C'est un des rares films que j'ai fait ça. Ouais. Il est déballé. Oui, il est déballé et consommé. La personne qui mérite le plus d'admiration dans ce film-là, il faut le dire, c'est Bruce Campbell pour son interprétation. Parler de Elvis, il est super bon. C'était surprenant. On s'entend qu'on ne l'entend pas chanter, peut-être heureusement. On ne sait pas comment il chante Bruce Campbell, mais pour je veux pas le savoir. Mais pour la voix. Je veux vraiment voix... pas savoir comment il chante. Peut-être dans un prochain film de Sam Raimi. Peut-être pas le prochain, mais dans Multiverse of Madness. Non. Peut-être dans Diana de Musical 2. Ou s'il décide de faire on stage la version de Evil Dead. C'est déjà fait, oui, je sais, mais qu'il le fasse lui. Je le vois mal sur un stage. À faire des pirouettes et à danser. Là. Non, c'est ça. Il y a l'autre. Il est tellement flexible. Le deuxième acteur qui est aussi David. Aussi Davis. Davis, ouais, c'est ça. Qui est un des meilleurs acteurs noirs de son époque. Effectivement, puis on l'a vu dans beaucoup de films, puis souvent on le remarque pas, ce qui fait vraiment... C'est un character actor. Character actor qui est excellent. Puis là, dans ce film-là, il se surpasse, évidemment, parce que c'est lui qui joue JFK. OK, on a Elvis, Ash et JFK Black. Exactement. C'est du bonbon. Dit de même, ça fait vraiment un film weird. Si vous avez la chance... ça! Mais c'est ça le but. Et c'est ce qui était le plaisir de le regarder. Puis si ma mémoire est bonne, c'est réalisé par Don Coscarelli qui avait réalisé les Dark et l'Invincible, les films de fantasme d'ailleurs. Et c'est une comédie d'horreur qu'on appelle à cause de la momie. Puis c'est une des rares comédies d'horreur qui réussissent à balancer vraiment l'horreur et la comédie dans un même film. Souvent, ça va pencher plus vers la comédie ou plus vers l'horreur. Réécoute Le Loup-garou de Londres. Oui, le Loup-garou de la Honte. Mais tu sais, on pense à des comédies d'horreur, on va penser à Young Frankenstein, à Rocky Horror Picture Show ou à Little Shop of Horror qui tombent vraiment dans la comédie. Oh oui. Au lieu d'avoir une affaire plus balance balancée. entre les deux. Comédie musicale aussi. Ouais, ben comédie musicale d'horreur, ça commence à faire beaucoup pour Little Shop. Mais l'original, c'était pas une comédie musicale. Non, ça c'est vrai. Il me reste à le regarder l'original. Ouais, ben c'est à voir. Est-ce que c'est un grand film? On va dire non. Non, mais c'est un des premiers rôles à Jack Nicholson, fait que ça mérite d'être vu. Ça mérite d'être vu juste pour Jack. Hey, c'est ce qui va mettre fin à notre émission déjà. On espère que vous avez eu du plaisir, à moins qu'on ait quelque chose à rajouter. Oui. En tout cas, moi, j'ai eu du plaisir à le faire. Oui, ça a été moi aussi, j'ai eu de plaisir de faire l'émission avec vous, les boys. C'est tout le temps un plaisir fou. Puis je voulais juste dire que la semaine prochaine, il va y avoir un dossier Batman. Oh! Oui, parce que la sortie de The Batman est dans 2 semaines. Oui, fait que je vais faire un très très gros dossier que je vais vous raconter de l'histoire de Batman au cinéma. Le premier teaser d'entre 3 films. La semaine prochaine, même batteur, même bat-poste. Même bat streaming service. Exact. Donc, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir avec nous. Vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. Ça commence à en faire pas mal. C'était Entre 3 films. On est partout. Je suis toujours, et je le resterai, DJ Patoff, en compagnie de Foxman et Yogi. Puis on vous dit à la prochaine. Si Dieu le veut.